Est-il possible de réinventer le management en entreprise? La réponse est non. Et bien sûr, ceci est une blague. Bien sûr que oui, c'est possible. Et dans cette vidéo, je vais vous donner un nouveau modèle de management que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça, que je souhaitais vous partager. J'ai discuté avec un entrepreneur qui a créé un groupe de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires dans l'expertise comptable et dans la fintech, dont les outils technologiques vont servir l'écosystème comptable et financier. Et cet entrepreneur m'offre un livre. Et ce livre, eh bien, c'est celui-ci, Reinventing Organizations de Frédéric Laloux. Et ce livre, je vous garantis qu'il m'a profondément suscité une interrogation parce qu'il y a des éléments de ce livre qu'on a mis nous en application dans notre projet, chez Counter et chez les Geeks des chiffres, et je me suis dit, tiens, ça a l'air quand même de pas trop mal marcher chez nous, alors pour quelle raison je ne le partagerai pas? Vous avez un TEDx réalisé par Frédéric Laloux, que je vous mets en description de cette vidéo, qui est une masterclass en bas et qui vous donne la synthèse de ce bouquin. Moi, je vais vous donner mon approche et ma vision de ça. Si vous kiffez ce genre de contenu, n'hésitez pas à faire péter la barre des likes, à vous abonner parce que ça nous aide beaucoup et ça fait plaisir. Aussi, n'hésitez pas à faire un gros coucou en commentaire si vous souhaitez débattre sur ces sujets. Sur ce, je n'ai qu'une seule chose à vous dire. Prenez place et c'est parti. Dans le management, on peut considérer, et ça vous le verrez vraiment à juste titre dans vos carrières professionnelles si vous les avez déjà eues, qu'il y a eu plusieurs phases successives de management qui perdurent encore dans certaines entreprises. Alors, on va identifier des couleurs de management. On va dire qu'on a une première couleur qui est le système rouge. En gros, vous avez le parrain, vous avez le chef, c'est lui qui décide, il donne les directives et les autres n'ont qu'à exécuter. On va dire que c'est vraiment cette hiérarchie où il y a le boss et ses subordonnés. Ça, c'est une manière assez dépassée. Aujourd'hui, les générations maintenant, elles veulent pas qu'on lui donne des directives. Elles veulent participer, elles veulent avoir un impact dans l'entreprise. Donc ça, c'est un modèle qui existait par le passé. Ensuite, vous avez une autre vision du monde qui est plutôt la vision ambre, qui s'appelle, en tout cas selon l'auteur, qui est le stade conformiste. On voit beaucoup ça, par exemple dans l'armée où vous avez le colonel, le capitaine, le je sais pas quoi, et puis les différents soldats. Donc c'est une pyramide où il y a le boss et puis tous les subordonnés. On voit ça également dans les systèmes éducatifs ou à l'éducation nationale. Et ça, c'est un système où on va dire que c'est à peu près égalitaire, à peu près juste. Et puis si on sort un peu du cadre, et ben du coup, c'est un peu problématique. Donc ça, c'est une autre version du monde. Une autre version du monde que vous reconnaîtrez vraiment beaucoup, aujourd'hui, c'est le stade évolutif. C'est le stade orange, le stade de la réussite. La réussite où on va être plutôt dans l'innovation, analyser les indicateurs de performance, les KPIs, on va travailler sur la démocratie où il y aura le chef qui sera élu par les autres, où on va être sur le progrès, sur la science. Là, c'est vraiment en mode, il faut qu'on fasse du cash et de l'argent, ça c'est important. Là, c'est aussi un autre style de management où la méritocratie fait vraiment partie du modèle. T'as bien bossé, je vais te payer en conséquence. Mais c'est moi qui décide. Je vois que t'as fait des efforts, avec ma carte du monde, j'ai décidé que toi, eh ben, tu pourras avoir X montant d'euros de primes, etc., etc. Ça, c'est un modèle que vous rencontrerez partout. Autre étape, c'est une vision du monde plutôt pluralisme. C'est l'époque verte, où là, on va vraiment travailler sur le consensus, où chacun aura son avis dans les prises de décision, où on va favoriser l'autonomie des membres, où on va favoriser aussi l'esprit culturel et communautaire sur lequel on va travailler sur des valeurs et des fondements qui vont nous attacher. On va vraiment essayer de faire attention aux parties prenantes, que ce soit les clients, les collaborateurs, les fournisseurs. Si on prend un exemple sur l'ensemble de ces couleurs que je viens de donner, et là c'est ce qui est donné dans le livre de Frédéric Laloux, on parle de primes et d'argent. En gros, sur le process rouge, c'est le parrain qui décide, c'est le chef. On va partager le butin, mais le butin, c'est le bonhomme. C'est celui qui est à la tête, en haut, qui va décider combien est-ce qu'on augmente ou on diminue le salaire à sa propre guise. Deuxième étape, l'étape plutôt ambre, où on va avoir un travail égal, salaire égal. Donc ça, c'est le stade ambre conformiste. Au niveau du stade orange, on est plutôt sur la prime individuelle. Tu as bien bossé, je vais te donner une prime individuelle pour toi. Et puis, il y a le stade plutôt vert, avec le pluralisme. La rémunération va être partagée entre tous les membres pour finalement partager la valeur collective de tous ceux qui ont bossé dans l'entreprise. En regardant le livre, je me suis dit, mais quelle est l'étape de l'évolution du style de management? Parce que là, finalement, on peut aller prendre un peu des briques de partout pour créer son propre système d'organisation dans l'entreprise. Alors je vais prendre, et puis ça c'est une analogie qui est faite aussi par l'auteur, d'un écosystème qui, lui, n'aura pas besoin d'un chef pour pouvoir réussir.
Alors, dans l'étude, vous avez des entreprises qui ont cartonné avec ce modèle évolutif qu'on appelle le modèle Opal. Et le modèle Opal, c'est quoi? C'est un endroit dans lequel l'individu, dans l'écosystème, réussit à trouver sa place. C'est un modèle où l'individu n'a pas d'ego possible. C'est un modèle où l'individu doit aller chercher sa motivation intrinsèque d'évoluer dans l'écosystème et de ne pas avoir peur de quelque chose dans le monde du travail. C'est un modèle dans lequel où on a le droit à l'erreur. Et c'est un modèle dans lequel où il n'y a pas de chef. Dans une forêt, par exemple, au cours de l'évolution, la forêt va s'auto-réguler en fonction de la météo, des crises, des cataclysmes, etc. Et au fur et à mesure, elle va s'auto-réguler pour trouver son équilibre. Alors, naturellement, il y a des boîtes comme Patagonia qui utilisent ce système, qui est vraiment reconnu à l'échelle mondiale. Il y a des boîtes comme Favi, mais aussi celui qui a été assez précurseur dans ce modèle-là, c'est Buurtzorg, une entreprise allemande ou néerlandaise, je crois. Vous avez des boîtes aujourd'hui qui ont 40 000 salariés, qui ont des niveaux de rentabilité beaucoup plus importants en utilisant ce système Opal que des entreprises qui ont des systèmes hyper rigides avec des niveaux de rentabilité qui sont beaucoup moins importants. Je vais vous raconter à la fois mon histoire personnelle sur ce que nous, on a pu mettre en place directement chez Counter et les guides des chiffres, et sur ce groupe qui réalise 100 millions d'euros de chiffre d'affaires. En utilisant ça avec des niveaux de rentabilité qui sont hors du commun dans l'écosystème de l'expertise comptable, avec même un taux de BE, pour ceux qui maîtrisent un peu les indicateurs financiers, un taux d'excédent brut d'exploitation, qui dans l'écosystème pourrait être de 10 à 15%, là on est à 30%, on est à x2 de rentabilité, alors qu'on fait le même produit, le même projet. Voilà le concept. Vous allez créer des mini-équipes. Ces mini-équipes, c'est quoi? C'est entre 10 et 12 personnes. Dans chacune des équipes, chaque individu a l'autonomie et la liberté de prendre des décisions. Exemple, un ouvrier qui est dans une chaîne de production, qui voit que la machine, elle le fait galérer à travailler, lui, il a la possibilité de commander la machine, quel qu'en soit le prix, entre guillemets. Donc, celui qui est au plus proche de la décision peut prendre des décisions. Alors, on peut se dire, mais quelles peuvent être les dérives de ça? Les dérives de ça, c'est que en réalité, il y a des garde-fous. On peut acheter la machine si on est parti demander à une personne à côté pour lui poser la question, est-ce que ça va avoir un impact sur ton travail si j'achète cette machine? Si la personne va émettre son avis. Et puis aussi, ça va avoir un impact à la fois sur son travail, mais le travail des copains. Si ça a un impact négatif, alors dans ce cas-là, il se dira, je vais peut-être pas le faire. Mais du coup, la prise de décision, lui, va pouvoir le réaliser par lui-même. Et il va pas falloir attendre les 1000 chaînes de validation pour qu'il puisse acheter ça. Je vous donne un exemple. Nous, on a recruté Floriane, qui est Head of People au sein de l'entreprise. Eh bien, typiquement, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Elle a besoin d'outils pour trouver des candidats, pour pouvoir sourcer des candidats. Et des outils comme quoi? Comme LinkedIn Recruteur, par exemple. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il faut faire une note de frais? Non, on lui donne un code de carte bleue et puis elle se débrouille par elle-même. Elle sait très bien ce dont elle a besoin pour son propre travail. On lui donne la confiance parce que la confiance, ça fait partie intégrante de nos valeurs d'entreprise. Si on n'a pas confiance en quelqu'un, on ne peut pas faire ce modèle. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, une fois que la personne trahit la confiance, du coup, elle sort du modèle en fait. Parce qu'elle va venir ternir l'écosystème. Du coup, dans ce modèle, celui qui est au plus proche de la décision, il va pouvoir acheter son produit ou son service pour bien réaliser son travail. Ça va l'aider à aller plus vite, ça va l'aider aussi à résoudre son problème et répondre à son besoin de travail. Et puis finalement, in fine, ça va permettre à l'entreprise de progresser. Parce que du coup, on n'a pas créé d'inertie dans cette communication. Par contre, il faut le deal, et un bon deal dans la confiance. Ça, c'est une première partie de l'histoire. Autre partie de l'histoire, c'est que dans ce groupe qui fait 100 millions d'euros de chiffre d'affaires, la rémunération, c'est pas le chef qui l'octroie. C'est pas le chef qui dit « oui, tu peux... je vais t'augmenter parce que tu as bien bossé, parce que tu as ta méritocratie. » Non, c'est à l'initiative du collaborateur. Lui-même, il demande par lui-même son augmentation, sa prime, parce qu'il est proche du terrain. Et il sait aussi les efforts qu'il a pu fournir. Alors, pour qu'il n'y ait pas de dérive, parce qu'on peut se dire, ah mais en fait, en réalité, les gens ils peuvent demander une augmentation de 50%. Oui, ils peuvent le faire. Va-t-elle être acceptée? Il faut du bon sens et de l'équilibre. Parce que dans l'écosystème Opal, il faut créer de l'équilibre. Si on déséquilibre, alors il y a forcément des problèmes. Et s'il y a des problèmes, on ne contribue pas à la vision de l'entreprise. La vision de l'entreprise, c'est quoi? C'est pas « j'ai une vision, dirigeant, voilà le cap qu'on va aller chercher ». En fait, le dirigeant a une vision, mais la vision, elle va se faire en fonction de ce qui se passe dans l'entreprise. Et là, des exemples sont multiples. Ça veut dire que l'objectif, c'était de faire ça. Comment l'écosystème va-t-il se tirer, lui, au fur et à mesure dans sa vie, pour atteindre l'objectif? Peut-être qu'il va prendre un chemin qui sera différent.
en fonction de l'énergie et de l'intuition du cœur. Nous, chez les Geeks des Chiffres, on a formé plus de 12 000 étudiants à préparer le DCG et DSCG à distance. Je vous garantis qu'en termes de temps de travail, on a essayé de chercher l'équilibre pour que nous, les porteurs de projets, nous qui travaillons sur le projet, on puisse être bien dans notre vie pro, bien dans notre vie perso. Et en fait, au niveau de la rentabilité, on a toujours travaillé sur ce qui nous faisait plaisir et ce qui nous donnait envie de nous lever le matin et contribuer à notre réalisation personnelle et à la réalisation de l'écosystème, être utile à l'écosystème. Eh bien, on a atteint des niveaux de rentabilité qui sont franchement jusqu'à 3 fois supérieurs à certaines entreprises de même taille et de même secteur d'activité que nous. Pourtant, on n'est pas beaucoup. La seule chose qu'on a fait, c'est qu'on a utilisé notre énergie dans l'endroit où on avait la sensation et l'intuition que c'était le meilleur. Toujours en ayant dans cette logique de discuter pour savoir si c'était bien ou pas. Mais quand même, on n'a pas cherché le consensus. Typiquement, on a créé un podcast. Le podcast, dans le projet, on peut dire qu'il y avait des personnes qui disaient oui, c'est cool. Et puis, il y en avait... comme moi, où je me dis, j'ai trop envie de le faire, quoi. Et du coup, ça était vraiment utile. Et pour d'autres sujets, ça pourrait être la même chose, où moi, je dirais, en fait, c'est pas ouf. Et du coup, une personne en interne a dit, si, c'est très, très ouf. On doit absolument faire ça. Et là, ça change le projet. Et donc, moi, j'avais pas raison. J'avais tort. Et l'autre personne en face, un membre de l'équipe, il avait raison. Et donc, si on a confiance aux membres de l'équipe, moi, j'écoute cette personne. Et quand je vois que son énergie, elle brûle, alors je vais la suivre. Si moi, j'ai pas une intuition plus forte que elle, alors j'abats mes cartes. Et j'ai pas d'ego à ce moment-là. Je me dis pas, en fait, non, c'est moi j'ai raison, non, je m'en fous. Moi, ce que je veux, c'est juste qu'il y ait de l'équilibre, il y ait de l'écosystème. Et que l'écosystème s'auto-nourrisse et que ça fonctionne dans le temps. C'est ça, en fait, la vision. C'est ça, en fait, l'objectif. En réalité, dans le modèle Opale, c'est quoi? C'est la personne, elle va demander, j'estime avoir besoin et je veux une augmentation. Dans ce groupe de 100 millions, voilà comment il fonctionne. Alors, tu peux la demander. Donc, au moment où ils ont mis en place ça, voilà ce qui s'est passé. Il y a des personnes, ils ont craqué. Et ils ont fait des augmentations de 30 à 40%. Mais après, ils ont dit, attendez, les gars, là, c'est pas cohérent. C'est pas équilibré. Et donc, par eux-mêmes, ils sont revenus en se disant, OK, en fait, ouais, c'est vrai. On va revoir ça. Et finalement, ils ont demandé 10% d'augmentation. Qui était OK, en réalité. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on dit, il n'y a pas de chef. En réalité, le groupe de 12 personnes, de 10-12 personnes, ils vont choisir leur propre leader. Dans un groupe, il y a des gens qui sont introvertis, des gens qui sont extravertis, des gens qui, naturellement, ont un jeu plus de leadership et un leadership qui est plus prononcé que d'autres. Et puis d'autres personnes, elles veulent pas ce rôle. Et donc, le leader, lui-même, soit il va être spontanément, naturellement choisi par les membres du groupe, ou lui-même va se désigner parce qu'il sent que c'est l'intuition qu'il a, et les gens vont dire OK ou pas OK. Typiquement, le groupe, parfois, a demandé à d'autres personnes, au RH par exemple, lui il faut le virer parce que c'est pas possible en fait. Et donc en réalité ils ont changé le leader ou ils en ont mis un autre ou alors ils l'ont mis autre part, je sais pas comment ça s'est passé. Mais en tout cas ils ont résolu le problème. Du coup je reviens à mon augmentation de salaire. L'augmentation de salaire c'est, je dois avoir la validation d'un collègue. Donc ce collègue, donc moi je fais une augmentation de 3 000 € l'année, je vais avoir un promoteur en interne avec qui par exemple j'ai travaillé. Et lui dira oui, c'est très bien en fait. Il n'y a pas de souci, il mérite son augmentation. Là, du coup, c'est OK. Puis il y a une validation aussi des ressources humaines qui regarde si c'est pas non plus hyper délirant. Toujours est-il que le système de la rémunération, après, ça se co-construit, ça se discute. On dit pas non, on dit mon besoin, mon problème, c'est le suivant. Ton besoin, ton problème, c'est le suivant. Comment allons-nous discuter pour le résoudre ensemble? Et quand on est dans un climat de confiance, dans ce cas-là, c'est très facile de discuter. Et il y a beaucoup de pertes de temps dans le monde de l'entreprise quand on discute pas, quand il y a des non-dits, quand il y a des problèmes de com, parce que notre charge mentale, elle est énorme et donc on est stressé, ça nous énerve. Mais c'est pas ça qu'on veut, nous. Ce qu'on veut, c'est créer aucune inertie. Problème, solution, rapide. Ça, c'est important. Et puis dans cette entreprise aussi, dans le système Opale, là, dans ce groupe de 100 millions, congé illimité. Alors encore une fois, on peut se dire que c'est la fête. Sauf que l'écosystème, il se régule bien par lui-même. Dans des squats de 10, si une personne, elle sent qu'elle a vraiment charbonné, qu'elle a vraiment travaillé, et que là, elle a une petite baisse de régime, c'est peut-être qu'elle a juste besoin de se reposer. Si elle se repose, elle reviendra un peu plus tard, plus en forme. Et peut-être elle a besoin d'un peu plus de repos que les autres. Encore une fois, chaque individu est différent. Il y a des individus qui sont très réguliers, ils ont besoin de structure et tous les jours c'est comme ça. Et puis d'autres, c'est plutôt en dents de scie, comme ça. Des fois, il y a des coups de génie et puis des fois, il y a besoin de se reposer. Des fois, des coups de génie, besoin de se reposer. C'est pas grave. Dans le système Opale, ça c'est un système qui est adapté, qui est OK. Par exemple, chez nous en interne, ça c'est vraiment quelque chose qu'on écoute. On écoute aussi parfois notre niveau d'énergie personnelle. Et on se dit, là, peut-être que c'est pas le moment de charbonner. C'est pas le moment de travailler. Et des fois, on se dit, mais en fait, là, j'ai toute l'énergie possible. Et ce que je vais faire en 2 heures,
C'est peut-être ce que j'aurais fait en 14 heures si j'avais forcé. C'est important d'être à l'écoute. Voilà un peu de ce système Opal. Je vous invite vraiment à aller acheter le livre, tout simplement, parce qu'il permet d'avoir une autre lecture du management. Et je pense que je ne suis pas convaincu que ce soit le meilleur des modèles. Par contre, je suis convaincu que c'est un très bon modèle où quand on va donner à une personne la possibilité de se réaliser, donc on va lui travailler sa pyramide de Maslow, où on a le besoin psychologique, le besoin de sécurité, le besoin de participer et d'être dans un groupe social, le besoin de reconnaissance, le besoin de réalisation. Si on arrive à combler tous les besoins de la pyramide de Maslow dans chaque individu, dans le monde de l'entreprise, alors en fait d'une équipe de 10, en fait c'est l'équivalent de 30 dans une entreprise complètement moyenne. Et avec 10 personnes, on peut créer un projet de dingue. Et on peut créer une expérience de travail qui est incroyable. Donc, par exemple, l'entreprise Number, réseau de cabinets comptables, l'entreprise Time, qui recrute sur Counter.com. Ils utilisent ce système de management. Et j'ai échangé, donc vous avez le podcast aussi disponible sur la chaîne Counter, avec Amélie Chibert, qui est la présidente et cofondatrice de Time, qui m'expliquait qu'il y a des collaborateurs, eux, si on leur dit que ça n'existe plus, ils ne restent pas dans l'entreprise parce qu'ils y ont trouvé un plaisir. Et là, dans Time, ils analysent 3 indicateurs. Le numéro 1, le taux de satisfaction des collaborateurs, le INPS, donc le Employment, je crois, Net Promoter Score, et ce qu'on recommande l'entreprise sur une échelle de 1 à 10. Donc ça, c'est ce qu'ils regardent absolument. Ensuite, ils regardent le NPS, donc le taux de satisfaction des clients. Et le troisième, je pense que c'est la rentabilité, je crois que c'est ça. Et donc, si les collaborateurs sont contents, les clients seront contents. Si les clients seront contents, la rentabilité de l'entreprise sera contente. Et donc, en réalité, c'est un écosystème qui se nourrit. Alors, là, ça s'est adapté pour des gens qui sont responsables, des gens qui vont profiter du système. Ils seront plus dans la culture de l'entreprise. Si la culture de l'entreprise, c'est le système Opal, alors dans ce cas-là, il faut que chaque individu qui rentre dedans puisse s'imbriquer là-dedans. Donc, en fait, elle doit, à chaque fois qu'elle prend une décision, veiller à l'intérêt collectif et l'intérêt personnel. Mais elle sera au cœur de la prise de décision. Et pour nous, en tout cas chez les Geeks des Chiffres et chez Counter, on a ce modèle-là où c'est très intéressant de donner l'ownership et la responsabilité à chaque individu. Il a le droit de faire des erreurs, c'est pas grave. Il y a celui qui ne fait rien, qui peut pas faire d'erreur. S'il fait rien, il peut pas faire d'erreur, mais s'il fait rien, du coup, il apporte rien. Ça va pas. Et donc, ça, c'est important pour nous de faire ça. Voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura éclairé sur ce sujet. Je vous invite à aller acheter ce livre pour prendre connaissance. Franchement, ça se lit en 2-3 heures. C'est rapide. Hop, c'est super simple. Ça peut éveiller votre niveau de conscience. Vous avez aussi le TEDx, je crois, ou une conférence que vous aurez sur YouTube, que vous pouvez regarder. Mille merci d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à vous abonner, à faire péter la barre des likes. Si vous souhaitez les meilleures opportunités en comptabilité et gestion, direction Counter.com. Et si vous souhaitez naturellement apprendre et acquérir les meilleures compétences pour aujourd'hui et pour demain, aussi direction sur Counter.com. Vous avez des formations 100% gratuites pour tous les professionnels, les talents qui cherchent à développer leurs compétences, mais qui sont aussi à l'écoute d'opportunités ou en recherche d'emploi et qui ont besoin d'apprendre des choses pour adresser les besoins du marché. Voilà pour cette vidéo. Mille merci d'avoir suivi et moi je vous dis à très vite pour une prochaine. Ciao.